tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir, donc quatrième et dernier épisode de la série des mucopolysaccharidoses. Vous avez eu un épisode 1 avec les descriptions cliniques et la diversité phénotypique, un épisode 2 avec les atteintes orthopédiques, un épisode 3 avec les atteintes ORL et la maîtrise des voies aériennes. Donc ces épisodes de webinaire ont été réalisés grâce à la filière G2M que nous remercions. Et donc le quatrième épisode aujourd'hui concernera le parcours médico-social des patients avec mucopolysaccharidose. Et donc avant que l'on introduise nos deux speakers du jour, on va vous présenter un petit film qui a été fait il y a quelques années maintenant, avec le témoignage de familles, de parents, de patients MPS 2, maladie de Hunter, et MPS 3, maladie de Sanfilippo. Voilà, on voulait introduire avec ce petit film qui dure quelques minutes. Et donc effectivement, je ne me suis pas présentée, mais donc Anaïs Brassier, je suis pédiatre à Necker dans les maladies métaboliques et responsable du centre de référence des maladies lysosomales. Donc je laisse le petit film débuter avec le témoignage de ces familles et on enchaînera sur notre webinaire. L'errance diagnostique. Donc le parcours a été long, douloureux. Je dirais que dans la maladie de Sanfilippo, ce qui est traître et sournois, c'est que jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, tout va bien. Lucie est une petite fille comme toutes les autres petites filles, qui rit, qui joue, qui grandit bien, qui parle, qui marche, qui fait des blagues. Et les difficultés, elles sont arrivées par le biais de l'école. En fait, ce qu'on a appris, c'est qu'elle a été mise de côté par l'institutrice. De notre côté, au vu de certains comportements qu'elle avait, on a cherché sur Internet. On en était venu à certaines déductions, notamment au TSA, trouble du spectre autistique, donc qui a été confirmé par le bilan de l'orthophoniste. Alors là, déjà, c'était la première bataille, parce qu'il y avait 18 mois d'attente pour avoir un bilan. Et Lucine avait 4 ans et on savait que quand on parle d'autisme, il faut aller vite. Noah, à l'âge de, on va dire, à partir de 6 mois, la tête grossissait. Il avait aussi la colonne vertébrale qui n'était pas encore... Enfin, il était tout le temps courbé. Enfin, il était tout le temps à l'hôpital. Tout le temps, on avait des problèmes de digestion, il était constipé. Et je pense que c'est à partir de là qu'ils ont fait des examens. L'évolution de la maladie. Quand on dit qu'au départ, on n'a pas pris conscience, c'est que nous, on voyait juste une maladie, en fait. On ne se disait pas que ça allait aussi être évolutif dans ce sens-là. Il est quand même allé au jardin d'enfants. Je crois 2 ans et demi, jardin d'enfants, ça se passait très bien. 3 ans, il est rentré à l'école. Il parlait, il disait maman, papa, il disait le prénom de ses sœurs. Il faisait, en fait, c'était si comme un enfant normal, en fait. Et 3 ans et demi, ça commençait à dégringoler. Je pense que c'est là que c'était un peu difficile. Des fois, on est un peu découragé, on se dit mais quand est-ce qu'on va se reposer en fin de compte? Parce que quand on n'a pas dormi, que faut en plus gérer la journée par-dessus, et puis forcément, il n'y a pas que Tom non plus à gérer, il y a les frères et sœurs. C'est notre combat, comme on dit. La prise en charge. Le début, quand même, quand il avait vers de 5 ans, 6 ans, le début, on partait à Necker tous les vendredis, il disait rien. Mais au fur et à mesure, quand il commence à grandir, il posait des questions. Et j'en ai marre, je ne pars pas à Necker, j'ai rien, je ne suis pas malade. Mais après, au fur et à mesure, avec le temps, il acceptait le traitement. Et tout ce que j'avais vécu pour le grand frère d'Alpha avec la maladie d'Hunter, et je ne vois pas s'il Alpha. Alpha, quand même, il a eu la chance quand même de commencer tout. Par rapport aux autres enfants que j'ai vus, ouais. Après, on s'est quand même accroché à l'école avec le fait de se dire on va mettre une AVS en place, on va faire les dossiers MDPH.
Là, on s'est retrouvé confronté à la machine administrative, donc ça, c'est pas simple non plus. Lourde, longue, on est seul. Dans les AVS, il y a de tout. Sa dernière a été extraordinaire, la première a été affreuse, puisque je le dis sans difficulté maintenant. Elle m'a dit que ma petite fille était une erreur de la nature. Voilà. Donc une fois qu'on vous a dit ça, vous dites, bon, alors où est notre place? Où est sa place? Comment on réagit? On se replie, on se protège. Elle a fait son cursus à l'école maternelle parce qu'on se disait que tant qu'on pouvait la tirer vers le haut, il fallait la tirer vers le haut. Après, on se rendait bien compte qu'un CP, c'était pas possible, donc on s'est battu pour une classe Ulysse. Moi, ce qui m'a choquée dans ces dossiers MDPH, c'est on demande quel projet de vie envisagez-vous pour votre enfant? Projet de vie. Ça a été aussi des choses très douloureuses parce qu'il a fallu écrire. J'ai beaucoup écrit. Donc c'est pas simple de coucher sur le papier tout ce qui ne va pas finalement. Montrer toutes les difficultés, etc. Parce que ça renvoie à ce que mon mari disait, le deuil de beaucoup de choses. Film que vous pouvez retrouver sur le QR code qui a été passé là, donc des témoignages assez émouvants de famille. Et donc c'est pour faire un petit peu le lien avec notre webinaire du jour. Donc on va accueillir avec plaisir Angela Coutinho, qui est psychologue à l'association Vaincre les maladies lysosomales, et Sandrine Carabeu, qui est responsable pilote de l'équipe Relais Handicap Rare Île-de-France. Et à elles deux, elles vont faire donc un duo pour vous expliquer beaucoup de choses. À la fin de ce webinaire, vous pouvez poser, et déjà au cours du webinaire, des questions dans le chat. Et donc, on répondra à vos questions dans les 10-15 dernières minutes à la fin. Bon webinaire, à tout à l'heure. Donc, au programme de ce webinaire, il y a la présentation d'une situation concrète que nous allons à la fois présenter, une partie qui sera présentée par Madame Carabeu et une partie que je vais vous présenter. On va aussi après vous présenter les différentes aides qui existent tout au long de votre parcours et aussi la façon dont tout ça s'articule pour que ça soit au plus simple pour vous dans votre quotidien. Donc, la parole est à Madame Carabeu, qui va pouvoir se présenter. Bonjour à tous, je suis Sandrine Carabeu, je suis pilote de l'équipe Relais Handicap Rare Île-de-France depuis son ouverture il y a 11 ans. Et le travail de l'équipe Relais, c'est d'apporter un appui aux situations de handicap rare, de proposer aussi un soutien aux structures qui accueillent les personnes relevant de handicap rare et d'aider à mieux comprendre les singularités de chaque situation. Donc, moi, je suis Angela Coutinho et je suis psychologue donc, au sein de l'association VML. J'accompagne et je soutiens les parents et les patients tout au long de leur parcours médico-social. Et VML aussi tente de sensibiliser l'ensemble des acteurs à la spécificité des maladies lysosomales. Donc, on va vous présenter donc une situation, on va partir d'une situation concrète, donc la situation d'Arsène. On va faire un petit focus sur les prestations et aides qui existent, qui peuvent vous aider. Et on terminera sur tout ce qui est répit et comment le mettre en place. Donc, par rapport à la situation d'Arsène, Arsène est un jeune garçon, il est atteint d'une maladie lysosomale neurodégénérative. Il vit au domicile familial, donc avec sa mère et son frère et sa sœur. Il est suivi à l'hôpital Necker et ce, depuis le diagnostic, à la fois par l'équipe médicale, mais par l'équipe sociale et psychologique. Pour tout ce qui est accueil, donc il était accueilli au sein d'un IME qui a mis en place un certain nombre de prises en charge en parallèle, toujours en lien avec l'hôpital Necker. Mais au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, les difficultés vont apparaître et la principale difficulté d'Arsène, c'est évidemment ces troubles du comportement, pour le dire sur une ancienne appellation, ou comportement défi. Donc ces comportements défi se caractérisent par une hyperactivité, avec un temps de concentration extrêmement court, une déambulation incessante,
sans objectif, sans but, enfin un besoin de marcher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aucune notion du danger, avec un risque de fugue très important, et surtout une difficulté à gérer tout ce qui est autour de la frustration et de la gestion des émotions, d'ailleurs des émotions positives ou négatives, qui peuvent entraîner un trop-plein que Arsène ne peut pas gérer, en fait, il ne sait pas gérer, et ce qui provoque parfois des situations d'agressivité ou de violence envers à la fois les adultes et les enfants. Donc, c'est la gestion de ces comportements des filles vont entraîner une difficulté dans la prise en charge par l'IME. Euh, la difficulté, elle est à la fois parce que il y a une difficulté pour les éducateurs à gérer ces troubles, mais aussi par rapport à l'architecture même de l'IME qui est un peu exiguë. Il y avait pas mal de soucis dans la prise en charge. Et donc, le risque de rupture était très importante. Et pour éviter cette rupture, il y a dans un premier temps une mise en place d'une médiation entre l'hôpital Necker et les parents et l'IME. Donc, c'était dans l'idée de trouver des compromis qui permettaient de poursuivre dans les meilleures conditions possibles l'accueil d'Arsène. L'une des solutions a été d'accepter de mettre en place un traitement pour apaiser les comportements des filles d'Arsène et de réduire un petit peu le temps d'accueil d'Arsène, c'est-à-dire qu'il n'était plus accueilli à temps plein, mais une partie de la semaine. Malgré tout, l'accueil se continue, tant bien que mal, avec des difficultés très importantes, c'est-à-dire que plus les difficultés d'Arsène vont être importantes, plus le temps d'accueil va se réduire, et progressivement, on va arriver à l'arrêt total de la prise en charge. En même temps que ce risque de rupture prend de l'importance, entre Necker et VML se met en place toute une série d'actions pour permettre du coup que ça puisse se poursuivre et que dans des meilleures conditions. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour après l'arrêt de l'accueil d'Arsène, donc il y a un travail de collaboration important entre Necker et VML, avec les assistantes sociales qui vont à la fois se répartir tout ce qu'il y a à faire en termes administratifs. Donc, l'assistante sociale de Necker va mettre en place une PCH, donc une prestation de compensation du handicap aide humaine en urgence. On vous expliquera un peu plus tard ce que c'est que cette aide. L'assistante sociale de VML, de son côté, va se mettre à la recherche active d'un prestataire pour intervenir à domicile et ça de façon urgente. Toujours en urgence, donc intervention d'une TISF, donc ça c'est plutôt quelque chose que on adresse à la CAF, toujours pour soutenir la famille. Et enfin, une mise en place et au départ, pardon, une recherche de structure pour en faire du répit à la fois le week-end et en semaine. Ces solutions et ces réponses ont été apportées par Necker et par VML en urgence, mais dans l'idée toujours de maintenir un accompagnement à domicile qui soit le plus approprié à la situation. Mais l'objectif premier pour Arsène est de réintégrer un nouvel IME et on va avoir l'aide très précieuse de l'équipe Relais Handicap Rare Île-de-France qui va nous aider à la fois par sa compétence et par sa connaissance du terrain à retrouver un IME. Donc, je laisse Madame Carabeu expliquer le rôle de l'équipe Relais dans cette situation. Merci. Donc, l'équipe Relais, nous, on a assuré le pilotage aux côtés de la MDPH en essayant de mobiliser plusieurs établissements, en étant présente pour chaque commission ou pour chaque synthèse autour de la situation d'Arsène, et aussi dans la co-construction du plan d'accompagnement global après des réunions avec les partenaires. Pendant 2 ans, donc, nous avons coordonné ce plan d'accompagnement global en étant au plus près du terrain, avec des visites à domicile régulières pour soutenir la maman,
mais aussi pour maintenir un dialogue avec l'ensemble des acteurs. Nous avons permis de réunir régulièrement les acteurs et d'échanger et de désamorcer les tensions lorsqu'il y en avait. En parallèle de tout ça, nous avons conduit une évaluation pour permettre une admission en unité handicap rare dont je vous parlerai dans la troisième partie. On a déployé l'appui d'un service d'aide à domicile et on a pu sensibiliser les acteurs qui accompagnaient Arsène sur sa maladie et sur ses singularités. En fait, les équipes relais, là je vous présente le travail de l'équipe relais Île-de-France, mais les équipes relais, nous sommes là pour essayer de rendre possible des solutions là où il y a des parcours qui sont bloqués. Maintenant, je vais vous parler des aides mobilisables et des droits. Alors, pour un enfant en situation de handicap, il y a les aides financières avec l'AEH et ses compléments, mais il y a aussi la scolarisation et un plan personnalisé de scolarisation peut être mis en place, qui est nommé PPS, et aussi un accompagnement médico-social qui peut se faire à domicile ou en établissement. L'important, c'est l'articulation pour construire un parcours réellement adapté entre ces différentes aides. Alors, commençons par l'AEH, l'allocation enfants handicapés. Elle concerne les enfants de moins de 20 ans. Son attribution dépend d'un taux de handicap. Lorsque le taux de handicap est compris entre 50 et 79 et s'il y a une prise en charge et un accompagnement spécifique, il est possible de bénéficier de l'allocation. Et sinon, c'est automatique à partir du taux de 80%. Nous avons aussi, en complément de cette base, les compléments. Les compléments de l'AEH viennent renforcer cette aide de base et en fonction des besoins de l'enfant. Il peut y avoir de l'aide humaine, des soins ou un impact sur l'activité professionnelle des parents ou l'embauche d'une tierce personne qui peuvent être reconnus et pris en charge. Il y a 6 catégories. On va de la catégorie 1 pour des dépenses ponctuelles jusqu'à la catégorie 6 quand un parent cesse toute activité ou que l'enfant nécessite une surveillance permanente jour et nuit. Entre les deux, donc, il y a différents critères et ces critères permettent de prendre en compte les dépenses engagées, le recours à une aide humaine, l'impact sur l'activité professionnelle des parents. Pour les parents qui sont seuls, une majoration de cette allocation peut aussi se mettre en place. Quant à l'adulte, à partir de 20 ans, là on change de logique et l'AAH, c'est le revenu minimum pour les adultes en situation de handicap. Elle peut être mise en place à partir d'un taux de 50 à 79 et est automatique sur un taux de 80%. Je vais continuer avec la présentation de la prestation de compensation du handicap, plutôt connue sous l'appellation PCH. Donc, pour un enfant, en fait, il y a 3 conditions et il faut qu'elles soient cumulatives, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ces 3 conditions-là. Donc, être bénéficiaire de l'AEH, comme vient vous l'expliquer Madame Carabeu, ainsi qu'un complément, et répondre aux critères d'éligibilité de la PCH. Ces critères, slide suivante s'il vous plaît, ces critères, en fait, se fondent sur 2 notions. Donc, soit il y a une difficulté absolue, elles sont rangées dans un référentiel, mais en fait, il faut avoir une difficulté absolue pour réaliser un acte de la vie quotidienne. Donc, c'est marcher, se déplacer, manger, se laver, etc. Ou alors, avoir 2 difficultés graves et toujours dans le même référentiel et toujours sur des actes de la vie quotidienne. Donc, c'est soit une difficulté absolue, c'est-à-dire que vous êtes dans l'impossibilité de réaliser cet acte, soit c'est 2 actes essentiels à la vie quotidienne, mais cette fois, vous pouvez le faire en partie. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour les critères, donc cette fois pour les adultes, on retrouve les mêmes choses, c'est-à-dire que c'est toujours le même référentiel, c'est toujours les actes de la vie quotidienne, soit c'est une difficulté absolue, donc une impossibilité de faire certains actes de la vie quotidienne, soit une difficulté grave, c'est-à-dire que vous pouvez le faire, mais avec beaucoup d'aide ou avec de l'aide, et le résultat n'est pas toujours celui attendu.
Donc, par rapport à la PCH, donc la prestation de compensation, en fait, c'est une aide financière donc, qui est versée par le conseil départemental, qui est octroyée par la CDAPH, pardon, qui est une commission en fait au sein de la MDPH qui va décider du montant de ces prestations. Donc les critères d'accès, donc on a vu, donc c'est par rapport au référentiel, mais surtout la PCH, en fait, elle a 5 éléments, donc l'aide humaine, les aides techniques, les aménagements du logement et du véhicule, les charges spécifiques, exceptionnelles et aides animalières. Et en fait, ces 5 éléments sont cumulatifs, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois avoir une aide pour l'aide animalière, mais aussi une aide pour aménager votre véhicule. Toutes ces aides, en fait, peuvent se cumuler entre elles. Par rapport à l'aide humaine, en fait, la PCH aide humaine, elle est décidée après une évaluation de la MDPH. Donc, cette évaluation, en fait, elle se fonde sur le niveau de difficulté de la personne. Et ainsi, vous pouvez bénéficier d'une aide pour financer de l'aide à domicile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'évaluation de la MDPH, elle va calculer un nombre d'heures en fonction de vos difficultés. Et ce nombre d'heures va être traduit en un montant chiffré qui vous permettra de rémunérer une tierce personne, soit en emploi direct, soit en prestataire, soit de bénéficier d'un dédommagement par rapport à de l'aidant familial. Donc en fait, c'est vraiment, contrairement à l'AEH, l'aide humaine est une évaluation individuelle qui se fait au cas par cas et en fonction de la situation de chacun. Du coup, par rapport au montant qui va vous être octroyé, il dépend aussi à la fois du nombre d'heures donc décidé par la MDPH et aussi du type de contrat que vous allez décider de mettre en place par rapport à l'aide à domicile. Donc, si vous choisissez l'emploi direct, la MDPH vous octroie 19,34 € de l'heure. Si c'est un prestataire, ça sera plutôt 25 € de l'heure. Pour les dents familiales, donc vous voyez les montants octroyés sont beaucoup plus bas et ils dépendent aussi de votre situation professionnelle. C'est-à-dire que si vous avez cessé ou réduit votre activité professionnelle, vous avez le droit à un peu plus, donc soit 7,16 € de l'heure. Par rapport à la PCH, donc elle s'est enrichie en 2023 pour permettre de répondre à des situations plus individuelles et plus particulières. Cette fois, il y a la PCH, donc parentalité, qui est destinée en fait aux parents qui sont en situation de handicap. Et elle a deux versants, c'est-à-dire qu'il y a de l'aide humaine qui permet en fait, qui permet de bénéficier d'une aide financière pour rémunérer une personne qui vous aide à vous occuper de votre enfant au quotidien, et aussi des aides techniques à la parentalité. Alors, aide technique à la parentalité, ça peut être une aide, par exemple, pour un achat comme une table à langer adaptée qui vous permettent d'aller en toute sécurité en fauteuil pour pouvoir vous occuper de votre bébé. Une autre aide par rapport à la PCH, mais cette fois-ci, c'est un dispositif qui est plutôt pour les personnes qui ont des difficultés ou une altération plutôt cognitive ou psychique ou des troubles neurodéveloppementaux. Et c'est une aide en fait à l'autonomie. Donc concrètement, vous avez d'un côté la PCH aide humaine qui permet de mettre en place de l'aide pour tout ce qui est acte de la vie essentielle. Cette aide-là est plutôt autour de l'autonomie, c'est-à-dire vous pouvez bénéficier d'une aide si vous avez besoin pour prendre les transports en commun, pour vous déplacer dans votre quotidien, pour aller vers des rendez-vous, pour des activités, etc. Donc c'est vraiment en lien avec l'autonomie. Alors, le soutien à l'autonomie, c'est une modalité qui existe depuis 2023 et qui permet d'accompagner une personne sans le faire à la place. Je vais peut-être vous l'illustrer avec un exemple.
On imagine une personne qui a une maladie rare associant un trouble cognitif et une fatigabilité importante. Elle peut être tout à fait autonome dans sa toilette et dans les actes essentiels, mais elle est en difficulté pour structurer sa journée et gérer ses interactions lorsqu'elle est à l'extérieur. Eh bien, quelqu'un va pouvoir l'accompagner pour aller faire les courses, ne fera pas les courses à sa place, mais fera avec elle. C'est assez important et c'est une dimension où on va vers de plus en plus l'autodétermination et le respect du choix des personnes. Il y a aussi dans la prestation de compensation du handicap la possibilité de bénéficier de forfaits. Donc un forfait pour les personnes qui sont atteintes de surdité, un autre pour les personnes qui sont atteintes de cécité et un forfait pour les personnes qui sont atteintes de surdicécité. Pour bénéficier de ces forfaits, il sera nécessaire de compléter des volets supplémentaires aux documents de la MDPH. Par rapport aux aides techniques, donc c'est l'acquisition de tout type de matériel qui favorise l'autonomie. Donc ça peut être par exemple le financement de l'option dans les fauteuils roulants, donc des options particulières quand il y a besoin de choses pour l'aide à la conduite, par exemple, du fauteuil, ou bien pour tout ce qui est logiciel un peu particulier de synthèse vocale ou des choses comme ça, et qui l'aide aussi est là, l'aide technique est là aussi pour favoriser tout ce qui est autour de de faciliter l'intervention d'une tierce personne. Donc ça peut être l'installation ou l'achat d'un lève-personne, ça rentre aussi dans la prestation de compensation aide technique. Donc toutes ces aides sont limitées en temps et en montant, c'est-à-dire que vous voyez que c'est pour une période de 10 ans et il y a un plafond dans l'utilisation de ces aides. Pour l'aménagement du logement, donc c'est toujours une aide financière qui est là pour favoriser l'autonomie de la personne. Il peut s'agir d'enlever une baignoire pour mettre la douche ou bien de rendre accessible l'entrée d'un logement individuel. Et c'est comme l'aménagement du véhicule, donc c'est limité en temps et en montant. Pour l'aménagement du véhicule, du coup, cette aide est pour tout ce qui est aménagement du véhicule, que ça soit pour le poste de conduite, c'est-à-dire si la personne conduit à partir d'un fauteuil, ou si la personne est transportée, c'est-à-dire que c'est valable pour les deux situations. Et information importante, il n'y a pas d'aide de la MDPH pour l'achat du véhicule. Il y a d'aide uniquement pour les aménagements, que ce soit du poste de conduite ou en tant que passager. Alors, concernant le surcoût au transport dans la prestation de compensation du handicap, elle est là pour compenser les frais qui sont liés au déplacement entre le domicile et un accompagnement dans le secteur médico-social ou tout accompagnement spécifique lié au handicap. Le tout est sur un plafond de 400 € par mois. Une autre possibilité, c'est les charges spécifiques. La prestation de compensation du handicap, elle peut financer partiellement, jusqu'à 100 € par mois, les interventions en séance de psychomotricité, d'ergothérapie ou encore des protections lorsque c'est nécessaire. Quant aux charges exceptionnelles, elles sont là, leur nom l'indique, pour venir couvrir des dépenses qui sont ponctuelles et liées au handicap. On les utilise souvent pour financer le surcoût de vacances adaptées, mais elles peuvent être aussi mobilisées pour une formation pour un aidant lorsqu'il faut se former à la langue des signes ou encore pour des frais d'installation spécifiques. On est sur un montant qui est pour 10 ans de 6 000 €. Et puis l'aide animalière, alors là, un peu comme pour le véhicule, il n'est pas possible de prendre en charge l'achat d'un chien d'assistance, mais plutôt tous les frais qui sont liés à l'accompagnement par un chien d'assistance ou autre animal d'assistance, comme les croquettes, les frais vétérinaires, etc. La PCH, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si simple. Lorsque on est un enfant et qu'on bénéficie d'une allocation enfant handicapé, il va falloir faire ce qu'on appelle un droit d'option. Il va falloir choisir entre l'AEH et les compléments qui vous ont été présentés, donc de la catégorie 1 à 6, ou l'AEH et la prestation de compensation du handicap. Pour l'adulte, la logique, elle est différente. L'adulte, il a le droit à son allocation adulte handicapé et la prestation de compensation du handicap vient en compensation. Si bien sûr, il relève de
de la possibilité de bénéficier de l'allocation adulte handicapé et de la prestation de compensation du handicap. Le droit d'option. Alors, se pose toujours la question de choisir entre la prestation de compensation du handicap et l'allocation et les compléments. Ce n'est pas tout à fait la même logique. La question de l'AEH, en fait, et du complément, on va plutôt être sur une compensation de frais avec la nécessité de fournir ponctuellement des factures, alors que sur la prestation de compensation du handicap, la logique, elle est un petit peu différente. C'est comparer à un enfant du même âge et venir compenser le besoin d'aide supplémentaire. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est important, c'est que la MDPH, elle est là quand même pour vous aider. Elle va vous proposer ce choix d'option. Elle va vous proposer le montant dont vous pouvez bénéficier avec l'allocation et le complément et le montant dont vous pouvez bénéficier avec la prestation de compensation. C'est à vous de choisir. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas un choix définitif. À chaque changement de situation, ce choix peut être réajusté en ressollicitant la MDPH et aussi au moment du renouvellement de la situation. Pour faire cette demande donc, de PCH, il y a un dossier. On vous a indiqué donc le numéro de CERFA qu'il faut compléter, signer, joindre évidemment le certificat médical qui est important pour que en fait la commission puisse bien comprendre la situation d'un point de vue médical et aussi tout document que ça soit de l'école ou de l'IME qui permettent aux médecins et aux gens qui participent à la commission de bien comprendre la situation de votre enfant. Alors, ce dossier est à adresser à la MDPH de votre département. Alors, aujourd'hui, certaines MDPH permettent des envois par mail, d'autres c'est par courrier. Donc, en fait, il faut plutôt se renseigner directement auprès de la MDPH. Petite information, mais qui est très importante. Donc, les délais MDPH sont très, très longs. Donc, si possible, les renouvellements, il faut pouvoir les anticiper presque d'une année sur l'autre. Et la situation un peu particulière où il faut passer d'un service enfant à un service adulte, donc à 20 ans, c'est pareil, il faut vraiment pouvoir l'anticiper. Dans certains départements, les délais sont d'environ 1 an. Donc voilà, une information que l'on souhaitait transmettre avec Madame Carabeu sur les délais administratifs de la MDPH à avoir en tête quand on doit faire ce fameux dossier. Autre document que vous pouvez joindre, c'est pas obligatoire, c'est facultatif, mais en tous les cas, c'est un document qui permet d'expliciter toutes les spécificités d'une maladie rare et toutes les difficultés au quotidien. Donc c'est pareil, c'est toujours dans l'objectif de permettre à la commission donc qui va étudier votre dossier de mieux appréhender la situation de votre enfant. Alors maintenant, on va vous présenter cette dernière partie avec un petit focus sur les répits possibles. L'équipe Relais, c'est une équipe de professionnels dédiés aux personnes en situation de handicap rare. L'équipe Relais a 3 missions principales. La première, c'est permettre aux personnes et leurs familles de trouver les réponses à leurs besoins pour qu'ils puissent vivre le mieux possible. Ensuite, c'est soutenir les professionnels qui les accompagnent en les informant et en leur apportant des conseils. Et enfin, nous mettons en lien les professionnels, les familles, les experts, pour que chacun se connaisse et travaille ensemble. Toute personne concernée par le handicap rare peut nous solliciter, quel que soit son âge. Il peut s'agir de la personne, de son entourage, par exemple sa famille, un professionnel comme un éducateur, un médecin traitant ou encore un enseignant. Dans tous les cas, on intervient uniquement avec l'accord de la personne et nos actions sont déjà financées par l'État. On réfléchit ensuite en équipe à la réponse que l'on peut apporter. À partir de là, 2 possibilités. Soit notre réponse est centrée sur la personne, on parle alors de coordination de parcours, soit notre réponse sera plus générale, plus globale et s'adressera à un groupe de personnes qui ont une difficulté commune. On parle alors de projet. Nous sommes amenés à proposer par exemple de former ces personnes
à une technique particulière ou encore de les sensibiliser à un type de handicap. Pour mener à bien nos missions, nous tissons des liens avec les professionnels, des associations de famille, des experts et qui pourront participer au projet de la personne. Ça, c'est le réseau. C'est trouver plus facilement et plus rapidement les réponses les plus adaptées possibles. Nous accordons une attention particulière à ce que la personne et ses proches soient considérés, entendus et valorisés pour qu'ils deviennent à leur tour peut-être des ressources pour d'autres. Les membres de l'équipe Relais Handicap Rare sont à votre écoute et à votre disposition, alors n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on vous a présenté, Caroline Richard, ma collègue du Grand Est, vous a présenté un peu les missions de l'équipe Relais. Les équipes Relais, en fait, on couvre l'ensemble du territoire national. Sur la carte qui vous est présentée ne figurent pas nos collègues de l'antenne Réunion, Mayotte, et Martinique, Guadeloupe et Guyane, mais nous avons aussi des équipes Relais situées sur ces régions. Alors, je vais vous présenter plus particulièrement le dispositif qui s'est développé en Île-de-France, mais il faut savoir que chaque région, en lien avec l'Agence régionale de santé, a développé une dynamique qui est propre aux besoins du territoire. Nous avons déjà une dynamique qui est au niveau national, qui s'appuie avec un groupement qui coordonne ces différentes équipes relais et avec 4 centres spécialisés qui viennent en appui et qui viennent partager leur expertise auprès des équipes relais, mais aussi auprès de tous les acteurs du territoire. Nous avons le centre Robert Laplane qui est spécialisé sur l'accompagnement des personnes avec des troubles complexes du langage et la surdité. Le centre La Pépinière qui est spécialisé sur les personnes avec une déficience visuelle. Le CRESAM qui est spécialisé pour accompagner les personnes avec une surdicécité. Et aussi phare qui est spécialisé dans les épilepsies non stabilisées. Sur l'Île-de-France, on a choisi de développer un réseau avec des personnes et des établissements qui sont nos ressources et qui sont des acteurs du droit commun aussi et qui portent des établissements. Mais on a aussi choisi de développer des petites unités très spécifiques qui s'appellent les unités handicap rares et qui, elles, accueillent principalement des personnes âgées de 16 à 25 ans. Une unité handicap rare accueille des personnes avec des maladies rares et peuvent donc tout à fait intéresser pour ces personnes pour être accueillies. Les personnes ne sont pas accueillies de manière pérenne, mais sont accueillies de façon modulaire sur un temps qui n'est pas précisé. C'est jusqu'à ce que leur situation se stabilise. Et les admissions se font via l'équipe Relais Handicap Rare Île-de-France. Pour continuer sur le répit, en fait, on se demande qu'est-ce que le répit finalement? Le répit, c'est disposer d'un temps pour soi, un temps qui soit adapté à votre situation, qui soit aussi un peu loin de la maladie, mais en tous les cas, c'est disposer d'un temps librement pour permettre un peu de faire ce que l'on a envie à un moment T. De préserver sa santé, son équilibre psychologique, son équilibre social, de permettre de rencontrer des amis, de se retrouver en couple aussi, c'est important. Et surtout, le répit, c'est une parenthèse qui permet de sortir d'un quotidien rythmé par la maladie, par les hospitalisations qui parfois sont à répétition. C'est vraiment des parenthèses qui permettent de se ressourcer et d'accompagner à la fois la personne aidée et l'aidant dans une amélioration de leur quotidien et aussi de bien avoir en tête que le répit, c'est pas un luxe, c'est un droit, c'est un temps qu'il est important que vous puissiez vous octroyer, même si c'est des tout petits temps, il est important vraiment de pouvoir s'octroyer ces petits temps de répit. Il existe plusieurs sortes de solutions ou de structures qui peuvent vous aider à trouver le type de répit qui vous convient le mieux. Donc, il y a un répit à domicile, par exemple le baluchonnage. Donc, c'est une solution de répit donc, à domicile où une personne ou 2 personnes viennent à votre domicile et s'occupent de la personne.
Cette solution, pardon, est plutôt en adéquation avec des personnes qui ont besoin d'un rituel, de journées qui soient très ritualisées. Ça correspond vraiment à ce type de profil. Un répit hors domicile, donc c'est pour pouvoir effectivement effectuer plusieurs activités. Et enfin, le répit en vacances, donc ça peut être soit des séjours de répit en famille, donc qui offrent un répit avec la personne en situation de handicap, ou bien des colonies de vacances adaptées, ou des séjours de répit adaptés individuels qui permettent à chacun de partir en vacances de son côté. Donc, il existe plusieurs types de séjours, donc c'est à chacun de trouver finalement sa solution. Par rapport donc à VML, donc VML organise aussi des séjours de répit. Donc, cette année, il se déroule en Bretagne, donc la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août. L'objectif, en fait, est de permettre à 4 familles de partir tout en ayant sur place en fait un accueil qui est organisé par VML, d'animateurs et d'infirmiers qui vont s'occuper de la personne malade tout au long de la journée. Donc ça permet aux parents de confier l'enfant en toute sécurité à des personnes qui connaissent bien les maladies lysosomales et surtout avec une infirmière qui est présente H24 sur les séjours. Il y a autre types de séjours, mais qui répondent à peu près à la même organisation, c'est-à-dire les séjours passerelles, donc ils sont toujours des séjours de répit en famille, mais cette fois, il n'y a pas un lieu unique, mais plusieurs lieux, donc éparpillés un peu dans toute la France, avec plusieurs dates. Donc les dates s'étalent finalement tout l'été, donc de juin à juillet, de juin à août, pardon. Et du coup, ça permet donc d'avoir un peu plus de choix sur les destinations. Le même principe, donc un accueil sur place pour s'occuper de l'enfant malade, cette fois avec des éducateurs et des animateurs. Les séjours palipèdes, c'est le même principe, donc c'est des séjours de répit familiaux, mais cette fois sur 5 jours. Ils se déroulent plusieurs fois dans l'année, à des dates plutôt entre janvier et juin. Et c'est plutôt destiné à des enfants qui ont une maladie évolutive et qui se trouvent parfois en soins de services palliatifs. Sur place, toujours un dispositif d'accompagnement médical, psychologique et d'animation. Un autre type de répit, mais cette fois, c'est vraiment une maison qui n'offre que du répit, c'est-à-dire que c'est un établissement qui ne fait que du répit, qui se trouve dans le nord de la France et qui, cette fois, en fait, le répit est organisé en amont, c'est-à-dire que vous décidez avec votre référent de ce que vous souhaitez et au moment de votre arrivée, tout est mis en place pour que ça se passe le mieux possible en fonction de vos besoins. L'avantage donc de cette structure, les bobos à la ferme, c'est qu'il y a possibilité d'avoir des activités aquatiques, donc tout ce qui est balnéo, et aussi la possibilité d'avoir des activités autour des approches snozellen. Donc ça peut être un plus. Par rapport donc cette fois donc à Paris, donc c'est une maison des répits, donc c'est la première qui a été créée à Paris. Et elle offre la possibilité, donc là plutôt que pour les enfants, donc de 2 à 20 ans, de recourir à des séjours temporaires, pareil avec un accompagnement sur mesure. Bientôt, normalement premier trimestre 2027, il y aura la maison de répit à Boulogne-Billancourt, donc en région parisienne. Cette maison a une capacité d'accueil de 24 personnes, donc 8 enfants, 8 adultes et 8 personnes âgées. Dans l'idée, c'est de permettre des séjours à la fois pour l'aidant seul, pour l'aider seul, et s'ils le souhaitent, des séjours où ils seront tous les deux avec des temps distincts, c'est-à-dire des activités pour l'un et des activités pour l'autre. Et ce qui a été décidé jusqu'à présent, c'est 30 jours maximum par an. Pareil, il y a l'équivalent, mais cette fois dans la région lyonnaise,
C'est la même structure, donc avec une possibilité d'accueil 30 jours par an, soit ensemble, soit séparés. On vous entend pas, Madame Carabeu? J'ai oublié de remettre mon micro. Excusez-moi, j'ai oublié de remettre mon micro. Pour la question des structures de répit, il y a des structures de répit qui sont en lien avec le secteur sanitaire et dans ces cas-là, vous pouvez vous rapprocher de votre médecin qui vous accompagne pour voir avec lui quel type de séjour il pourrait soutenir. Il y a le secteur médico-social qui propose des séjours de répit et dans ces cas-là, il va falloir des notifications de la MDPH. Des séjours de loisirs adaptés, où là, c'est simplement à vous, famille, professionnels, de voir quel type de séjour pourrait être adapté. Je redis, ne pas oublier que ces séjours peuvent être pris en charge partiellement par la prestation de compensation du handicap. Et puis, du répit à domicile, via le baluchonnage avec quelqu'un qui vient à domicile ou des services d'aide à la personne qui peuvent venir. Et pour finir, on voulait vous parler quand même des dispositifs d'appui à la coordination qui existent depuis bien longtemps, mais qui se sont ouverts depuis peu au secteur de l'enfance et au secteur du handicap. Ils existent donc sur l'ensemble du territoire français et l'idée, c'est dans leur rôle, ça va être d'informer et d'orienter vers les ressources du territoire, de pouvoir appuyer les professionnels sur les situations complexes et aussi de fluidifier les parcours en coordonnant les interventions. Il est important de vous rapprocher de ces dispositifs d'appui à la coordination qui ont une connaissance assez fine des territoires et qui vont pouvoir vous ouvrir vers des possibilités d'appui, des possibilités de compréhension des droits MDPH qu'on vous a présentés un peu rapidement et aussi des possibilités de relais, de répit dont ils ont connaissance sur le territoire. Merci beaucoup. Merci à Sandrine Carabeu et Angela Coutinho pour cette présentation instructive et je pense qui peut aider pas mal de familles. Donc c'est le moment des questions. Je crois que j'en ai vu qu'il y en avait déjà deux. Alors si vous voulez, je les lis. Je ne sais pas si je peux répondre, mais Angela et Sandrine pourront sûrement. Donc il y a Gaël Bolland. Alors je ne sais pas si c'est d'ailleurs une question ou plutôt un conseil. Charge exceptionnelle, lorsque vous faites réaliser des devis, demandez bien qu'il soit noté le montant spécifique surcoût lié au handicap. C'est sur cette partie uniquement qu'une aide à hauteur de 75% pourra être accordée. Oui, merci Gaëlle de cette précision. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple d'un séjour de vacances, il va toujours être déduit le coût d'un séjour de vacances ordinaire non adapté. Et donc, il faut, lorsqu'on veut avoir une prise en charge financière par la prestation de compensation du handicap, que dans le devis soit précisé le surcoût, quel est le coût supplémentaire du fait d'accompagner une personne avec un handicap. Et c'est cette partie-là qui sera prise en charge. Merci beaucoup. Et donc, il y a Madame Mokedem. Bonjour Madame Mokedem qui nous dit merci pour le webinaire. Et donc, c'était une question sur quelle démarche dois-je entreprendre pour financer l'aménagement de la salle de bain pour ma fille via la PCH, remplacement de la baignoire par une douche. Donc, ça a été effectivement mentionné. J'ai retenu aménagement au domicile, mais Angela ou Sandrine, est-ce qu'elle peut détailler pour Madame Mokedem? Alors, par rapport à la demande de PCH, donc pour l'aménagement de la salle de bain, alors, il faut déjà des devis extrêmement détaillés, parce que la MDPH en général demande des devis qui sont très détaillés, parce que tout n'est pas pris en charge en fait. Donc du coup, il y aura des lignes qui seront prises en charge et pas d'autres. Un peu ce qu'on disait par rapport au surcoût en fait. Le bac de douche pourra être pris en charge, mais pas le carrelage, par exemple. Sauf si c'est du carrelage au sol antidérapant. Mais du coup, voilà, il y a plein de spécificités. Donc vraiment, il faut avoir des devis extrêmement détaillés par rapport à la MDPH.
et puis faire une demande de PCH auprès de la MDPH. Pour le dérouler, en fait, souvent, ça dépend des départements parce que chacun fait un peu comme il peut. Il y a le passage d'une ergothérapeute qui va venir vérifier si c'est ce qui convient le mieux à votre situation. Et après, ça sera le déroulé classique du dossier MDPH. Donc, des devis très détaillés, l'envoi de la demande et après, c'est l'évaluation par la MDPH et souvent, c'est l'ergothérapeute qui vient à votre domicile. Il faut 2 devis. Un seul devis n'est pas suffisant, il faut C'est 2 vrai. devis et surtout ne pas entamer les travaux avant la validation de la MDPH. Merci beaucoup. J'espère que ça répond à votre question, Madame Mokedem. Sinon, n'hésitez pas à renvoyer dans le chat. Petite précision, il y a même des MDPH maintenant, je crois que c'est nouveau, qui demandent 3 devis. Et c'est quoi le délai de retour de la MDPH, là, par exemple, pour des devis de... Je pose ma question aussi, c'est aussi long que pour le reste ou... Oui. C'est Oui, même un peu plus long. oui, oui, alors j'ose pas dire un chiffre, mais je pense qu'en moyenne, on est sur un retour à 6 à 9 mois pour un premier retour pour l'aménagement de la C2. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Bah, vous avez été très clair, hein. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore une ou deux questions, on les prend. Donc, ces webinars sont tous en replay. On remercie la filière G2M. Donc, si vous avez des collègues, amis, connaissances qui veulent voir une partie ou la totalité. Et donc, les 4 webinars de la série MPS sont également disponibles. Et donc, la filière G2M me dit de faire cette petite annonce, là je prends mes notes, qu'il y aura une série de capsules vidéo qui ont été réalisées par 2 assistantes sociales, donc pour faciliter justement les démarches administratives, expliquer les droits des patients et des familles, les différents organismes et effectivement toutes les étapes à suivre qui ont été déjà bien détaillées dans ce webinar. Je ne sais pas si Sandrine ou Angela, vous voulez ajouter quelque chose ? Moi, ce que j'ai envie de donner comme conseil, c'est n'hésitez pas à vous rapprocher des acteurs de votre territoire, parce que c'est eux qui connaissent le mieux les services d'aide à la personne qui peuvent vous accompagner, les lieux de répit, la spécificité, la singularité de chaque structure sur votre territoire. Donc, il y a bien sûr la MDPH, on a conseillé les DAC, mais il y a aussi les associations de famille comme la VML. N'hésitez pas à répondre et à aller questionner plusieurs acteurs pour essayer d'avoir les meilleures réponses possibles. Oui, juste pour ajouter, dans l'idée, c'est voilà, restez pas seul, essayez de solliciter tous les dispositifs qui existent ou les associations qui permettent de vous orienter et de vous aider au mieux. Les coordonnées des équipes relais, vous pouvez les trouver sur le site du GNCHR. Vous pouvez contacter peu importe quelle équipe relais, nous sommes tous en lien et on vous donnera les coordonnées qui correspondent à votre territoire. Et pareil pour VML, je pense, Angela, tout le monde peut contacter VML même si on n'est pas adhérent et après, voilà. C'est ça. Et ils sont très disponibles à l'association, donc c'est super. Et ben on va conclure parce que je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Madame Mokedem nous dit merci pour la réponse détaillée. Donc c'était bon. Eh bien, écoutez, je remercie la filière G2M, nos présentatrices qui ont été formidables, Angela et Sandrine. Je remercie Jérôme et Julien qu'on ne voit pas non plus, mais qui ont nettement participé à l'organisation et au bon fonctionnement de ce webinaire. Merci pour le son, la technique, les images, tout. Et puis, peut-être une nouvelle série sur les mucopolysaccharidoses ou d'autres maladies. Et merci aux participants. Bon vendredi sous la chaleur et à bientôt. Merci, bonne journée à tous. Merci, bonne journée à Au tous. revoir.